Qu'est-ce que la connexion ? La plupart des personnes à qui j'en ai parlé ont répondu « Internet ». Qui aujourd'hui s'est retrouvé à plus de 5 mètres de son téléphone ? Visiblement, pas grand monde. Moi aussi, depuis ce matin, je l'ai à portée de main. Je m'appelle Céline Ghirardelli, je suis professeure de yoga, de danse, de ski, de snowboard et de fitness. Et on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui sur le thème de la connexion. Le téléphone est un outil fabuleux. Il crée du lien, il nous connecte au monde. Moi, mon téléphone, je l'utilise comme réveil, comme montre, comme GPS, pour m'informer et pour aller sur les réseaux sociaux. Grâce à cet outil, nous sommes potentiellement connectés à tout le savoir ou presque que l'humanité a produit et ce que l'on constate, car avec ces petites choses, on sait tout de toi, c'est que nous sommes 61 millions d'internautes en France, dont 53 millions sur les réseaux sociaux. Voici une photo de mes étudiants avant de commencer un cours de yoga. Je constate que nous sommes de plus en plus connectés vers l'extérieur. Être connecté aux autres nous permettrait de se sentir mieux, moins seul, de tourner les autres vers soi, de se sentir au centre de son réseau. Et si on se connectait à soi ? Pour certains, cela peut prendre quelques mois. Pour ma part, ça a été l'histoire de toute une vie. Alors j'ai décidé de vous la raconter. À 23 ans, alors que je suis assistante sociale dans la protection de l'enfance en banlieue parisienne, je décide de prendre une grande respiration. Étant passionnée depuis toujours par la montagne, je décide de partir faire une saison d'hiver. J'imagine partir 5 mois, puis revenir à Paris. Je découvre le snowboard, une vraie passion de glisse. Comme il n'y a pas de brevet d'état de snowboard en France, je pars passer mon brevet d'état en Suisse. Puis, je passe mon brevet à ski et mon brevet fédéral pour accompagner mes clients en hors-piste. Au lieu de rester 5 mois, je reste 15 ans. Je crois ne jamais avoir été autant connectée à moi-même et aux éléments. Je ressens une force intérieure face à la puissance de la montagne. Mon but ? Faire du hors-piste, me déconnecter de tout pour me connecter à moi et à la pente vierge que je vais descendre. J'observe la neige fraîche qui vient de tomber, qui provoque un son sourd qui étouffe les bruits aux alentours. J'observe les cristaux de neige. Sont-ils liés entre eux ? Le manteau neigeux est-il suffisamment stable ? Le vent a-t-il créé des accumulations de neige soufflée ? La pente que je souhaite descendre est-elle bien exposée dans l'instant T, dans l'ici et le maintenant ? Se connecter aux éléments devient une question de survie. Ta vie est en jeu, tu as plutôt intérêt à être bien connecté avec ce qui t'entoure. Ne pas être seul pour faire du hors-piste est sécurisant. En cas d'accident ou d'avalanche, ton coéquipier peut susceptiblement t'aider. Les chances de survie sous une avalanche sont de 15 à 18 minutes. Entre 18 et 35 minutes, les chances diminuent à 34%. À Verbier, en Suisse, dans la station dans laquelle j'enseigne, il y a la finale des championnats du monde sur une montagne que l'on nomme le Bec des Rosses. Du haut de ses 3223 mètres d'altitude, cette montagne, truffée de caillasses, m'inspire grandeur, respect, désir et crainte. Seule, je ne l'aurais jamais descendue. Mais un jour, les conditions se sont présentées et un ami, Julien, en qui j'ai une entière confiance, m'a proposé de gravir et de descendre cette montagne. À la montée, je réalise que nous sommes en train d'escalader des falaises en chaussures de snowboard, avec nos planches de snow accrochées à nos sacs à dos. Je ne me sens pas très à l'aise. On nomme les premiers mètres de la descente la no-fall zone. Les 300 premiers mètres avoisinent entre 45 et 50 degrés de pente. Tu tombes, tu prends le risque de mourir. C'est étonnant car je me suis sentie pleinement connectée à mon environnement, en même temps pleinement connectée à mon ami qui me rassure et pleinement connectée à moi lorsque je me suis retrouvée seule en haut de cette montagne. Car quand tu descends et à chacun de tes virages, tu es seule. La pente est si raide que tu sautes pour tourner. Tu entends le bruit de la neige gelée par endroits, se ramollissant par d'autres. Puis soudain, tu sors de ce long couloir technique, la pente s'ouvre devant toi et tu commences à enclencher de longs virages avec cette neige fraîche qui s'éclabousse sur ton visage et qui crée un grand nuage blanc autour de toi.
Je ressens un sentiment de liberté énorme. J'ai le sentiment de faire partie de cette montagne, de ne faire plus qu'un avec elle. Cette sensation, cette connexion, je l'ai ressentie à chacune des pentes que j'ai descendues. Pendant 15 ans, cette vie saisonnière m'a permis de vivre 6 mois à la montagne et 6 mois à travers le monde avec mon sac à dos et mon guide du routard. Je rencontre des gens qui vivent au rythme des saisons et des cycles de la nature, proches de leur terre, et j'ai le sentiment que nous en sommes plutôt déconnectés aujourd'hui. Nous veillons, voire travaillons bien après le coucher du soleil. Nos immeubles de 10 étages masquent le ciel. Nous mangeons des tomates et des courgettes en hiver, et nous sommes davantage connectés à nos téléphones qu'au rythme du soleil et de la lune. Il y a une dizaine d'années, je décide de partir en Inde pour découvrir le yoga à sa source. Et là, je laisse mon téléphone de côté pendant plus de 2 mois, à plus de 5 mètres. Lors de ma formation, je me retrouve face à cet homme, ce maître spirituel nommé Yogesh. Il propose au groupe dont je fais partie de nous installer assis en tailleur dans une posture immobile et de placer notre attention sur notre souffle. Au bout de quelques minutes, qui me semblent durer des heures, je m'agite comme un asticot. Je regarde mes voisins qui semblent immergés dans leur pratique. J'ai l'impression de ne pas avoir bien compris l'énoncé. Alors, à la fin de la séance, je m'oriente vers mon maître spirituel et lui demande « Je croyais que méditer, c'était ne plus penser. » Et il me répond « Let it go ». J'en déduis « Laisse aller, lâche prise ». J'insiste, je lui demande « Mais comment ?» Et il me répond « Tu verras demain ». Je réalise alors que dès que je ne suis pas dans l'activité, j'entends n'importe quelle activité, le sport que je pratique, l'enseignement, voir des gens, mes amis, ma famille, je pense, ou plutôt je ressasse. Je n'arrête pas de penser, je ne sais pas me poser en silence. Pas le silence extérieur, le silence dans mon esprit. Je ne sais pas faire taire le train de la pensée. Vous savez, ce petit train qui tourne en boucle dans la tête et qui ne s'arrête jamais. La pensée a besoin d'agir, elle aime à s'activer. Et quelle facilité de plonger sa main dans sa poche pour atteindre son téléphone pour occuper le train de la pensée. Si je vous dis de ne pas penser, vous pensez. Si je vous dis de ne pas penser à une vache, vous pensez à une vache. Le yoga permet d'arrêter le train de la pensée. Yoga, en langue indienne, le sanskrit, signifie yuj, l'union entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est le sage Patanjali qui, 200 ans avant Jésus-Christ, a codifié pour la première fois le yoga sous une forme écrite et concise. Il en définit 8 membres. 1. Les yamas. Ce sont les préceptes moraux vis-à-vis des autres. La discipline, l'honnêteté, la compassion, la modération dans les désirs, la non-possessivité par rapport aux biens matériels. 2. Les niyamas, ce sont les règles de discipline individuelle. La pureté, le contentement, l'étude de soi, l'abandon de soi à quelque chose de plus grand que soi, la nature, le cosmos. 3. Les asanas. Je découvre et pratique les postures. Moi qui avais malmené mon corps pendant des années avec 10 années de gymnastique rythmique et sportive à haut niveau, de mes 4 ans à mes 14 ans, suivi de 15 années de ski et de snowboard au quotidien, pour la première fois de ma vie, je pratique dans le respect de mon corps. Je pratique les salutations au soleil, Surya Namaskar, Surya le soleil, Namaskar saluer avec respect, que l'on nomme plus communément Namasté. Ce sont des enchaînements de postures saluant le ciel et la terre. Ma pratique commence à devenir une méditation en mouvement. Chaque geste est uni, lié à ma conscience. Ce que je fais, ce que je pense, puis ce que je dis devient une unité, une connexion. 4. J'apprends à respirer avec ce que la tradition indienne appelle les pranayamas. Prana, le souffle, l'énergie vitale. Ayama, l'extension du souffle. Ceux qui veulent essayer dans le public, c'est le moment. Je t'invite à t'installer confortablement dans ton siège, le dos droit.
le buste fier, la tête humble. Merci d'essayer. Je t'invite à inspirer et à expirer uniquement par le nez. Puis, tu peux également placer tes mains sur ton ventre. À l'inspiration, tu gonfles le ventre. À l'expiration, tu creuses le nombril et le ventre en direction de ta colonne vertébrale. Et enfin, si tu le souhaites, tu pourras fermer les yeux une petite minute pendant que je t'explique les bienfaits de ta pratique. Respirer par le nez permet, grâce à tes cils nasaux, de filtrer les impuretés extérieures. Une respiration lente et profonde permet de purifier ton sang et d'irriguer ton cerveau, ce qui facilite les connexions entre tes neurones. Grâce à ton ventre et ta respiration abdominale, ton diaphragme masse tes organes, ton foie, ta rate, ton estomac, ta vésicule biliaire. Tes poumons acquièrent une plus grande élasticité, tu augmentes le volume et la pression d'oxygène entrant dans ton corps, ce qui te permet de libérer une plus grande quantité de dioxyde de carbone. Tu actives ton système nerveux parasympathique, système nerveux responsable du relâchement et de la relaxation de ton corps. Encore une respiration profonde. Et tu pourras rouvrir les yeux et observer les effets de ton souffle. Tu viens juste de découvrir une infime partie de ce pranayama, de cette énergie vitale, car il existe une multitude de pranayama. 5. Pratyahara, c'est le contrôle et l'économie des sens. Pratyahara, dans la tradition indienne, est comparé à une tortue repliant ses membres sous sa carapace, une façon de ne pas se laisser distraire par les sensations externes sensorielles. 6. Dharana, c'est la fixation de la pensée en un seul point. Pour cela, tu peux utiliser une bougie, un mantra, écouter de la musique. 7. Dhyana, la méditation, le pilier qui permet d'atteindre le samadhi, l'état d'éveil, d'unité, la libération, l'extase. Je pratique ces sutras pendant des semaines, des mois. Et au fil des jours, je peux enfin laisser défiler mes pensées. Je peux enfin m'installer en posture assise, immobile, en sukhasana, le plaisir d'être assis en posture immobile. Et un jour, entre deux pensées, je ne pense plus. Et ce court instant devient au fil du temps de longs moments. Et j'accepte ce que mon esprit est prêt à me donner, dans l'instant présent, selon les jours, selon les heures. J'accepte la situation telle qu'elle est. La méditation, c'est être, tout simplement être, ne rien faire, aucune action. La méditation transforme, elle transforme vos réactions en réponses. Et surtout, la méditation est ludique, c'est un jeu, car si on se prend au sérieux et que l'on pense avoir de super pouvoirs yogiques, dans ce cas, c'est l'ego que l'on nourrit. Et dans ce cas, on se regarde méditer, on ne médite plus. La méditation, c'est l'amusement dans le moment présent. Le yoga, c'est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Le mental est fait de mots. Le soi, c'est le silence. C'est la plus belle richesse que j'ai retenue. Et c'est celle aussi que j'offre lors de mes cours. Je pense qu'il est indispensable de se connecter à notre être véritable, à l'essentiel, à son essentiel, de se connecter à notre intuition, à nos rêves, à nos aspirations profondes, ce qui permet d'accéder à notre boussole de vie. Nos choix sont plus justes, nos décisions sont plus saines, ce qui nous permet de mieux vivre avec les autres et avec soi. À la fin de mon immersion en Inde, j'obtiens un diplôme international pour enseigner le yoga.
je décide d'arrêter les saisons d'hiver et je rentre à Paris. Aujourd'hui, j'ai presque 42 ans. Je crois avoir trouvé mon compromis de vie, ma connexion. En m'éloignant des sollicitations extérieures, je me suis rapprochée aussi de mon propre univers. J'ai créé une cellule familiale, un bébé. Je me sens encore plus en lien avec les autres. Je vais maintenant aller chercher mon téléphone et avant de le rallumer, je vais prendre quelques instants pour apprécier le moment que l'on vient de partager ensemble. Quelques instants pour apprécier les émotions que cela m'a procurées. J'aimerais finir avec cette citation de Patanjali. Quand la périphérie s'apaise, le centre se révèle. Merci, namasté.